Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale. Nous sommes le lundi 15 avril 2024. Nous repartons ensemble pour une nouvelle semaine. Voici les titres, ce qui nous attend durant cette demi-heure avec la Vendée, 4e département, avec le plus de logements voués à disparaître par la montée des eaux. Et c'est ce que nous dit le Centre d'études d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'engagement. Nous irons à Noirmoutier où la communauté de communes, elle, met tout en œuvre pour protéger son île. Nous irons aussi à Avrier voir la plus grande concentration de menhirs dans le Grand Ouest. Et on a encore des questions, notamment sur le positionnement des blocs principaux, rencontre avec un archéologue. Comme tous les lundis, nous ferons un point sur l'actualité sportive du week-end en Vendée. Aujourd'hui, nous parlons de foot et sport auto avec la course de côte de Bournezeau et nous reviendrons plus en détail sur l'actualité sportive avec Alexandre Lenaour qui va me rejoindre dans quelques minutes. Les beaux jours arrivent, les activités en plein air également et ça tombe bien puisque l'on vous fait gagner votre pack sensation avec notre partenaire Tepacap Vendée. 3 heures d'accrobranche plus 1 heure d'accro-splash, 2 parties de laser game de 20 minutes aussi. La question arrive, l'indice le tout premier pour vous aider également. Avant tout ça, place aux prévisions météo du jour avec un temps qui reste assez clément. Dès ce début de journée de belles éclaircies, nous profitons d'un ciel dégagé. Les températures affichent de 9 à 10 degrés néanmoins. Une masse d'air plus froide gagne notre territoire avec un vent pouvant atteindre les 60 km/h à l'ouest dès la mi-journée. Et donc rapidement, il faudra compter avec le retour d'un petit risque d'averse cet après-midi. Le vent ne va pas faiblir. Conséquence logique donc côté thermomètre puisqu'on aura de 13 à 14 degrés. Ça baisse donc par rapport à hier. Les marées maintenant avec une pleine mer qui est prévue à 10h38. La suivante ce sera à 23h28. Entre les deux nous avons la basse mer en fin d'après-midi pour 16h37. Coefficient marée 42,35 aujourd'hui. Les marchés alimentaires, on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir, Jars-sur-Mer. Vous l'avez compris, ça se passe essentiellement du côté du littoral ce jour, mais nous avons aussi un marché alimentaire du côté de Benay dans le sud-est vendéen. Nous sommes le lundi 15 avril 2024 et le 15 avril, nous embrassons les Anastasia, Stacy ou César. C'est la journée mondiale de l'art aujourd'hui. Il nourrit la créativité, l'innovation et la diversité culturelle, joue un rôle important dans le partage des connaissances et l'encouragement de la curiosité, du dialogue. De nombreuses manifestations sont organisées à l'occasion de cette journée qui existe depuis 12 ans maintenant. Des anniversaires aujourd'hui, celui d'Emma Watson, actrice qui s'est fait connaître à Harry Potter, 34 ans aujourd'hui, 61 ans pour Philippe Lucas, entraîneur de natation. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil va se coucher ce soir pour 20h54 en Vendée. On est complet pour les infos pratiques, place au journal. C'est une publication par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Une carte représentant à l'échelle nationale le recul du trait de côte et ses conséquences à l'horizon de 2050 et 2100. Celle-ci met en évidence la Vendée, 4e département avec le plus de logements voués à disparaître par la montée des eaux. Basée sur le scénario du pire, l'hypothèse inquiète les principaux concernés. Dans notre département, comme par exemple à Noirmoutier, de nombreuses maisons sont collées à la mer et disparaîtront si rien n'est fait. La communauté de communes, elle, met tout en œuvre pour protéger son île. Sujet de Mathis Pires. Au bord de la plage, rien ne sépare ces propriétés de la mer. Leur temps est désormais compté, grignoté chaque jour par les grandes marées. Depuis la Murette jusqu'à la plage, on avait 10 mètres de dune avant. Jusqu'en 2016 où là, toute la dune est partie. L'avenir de leur résidence de famille des années 50 préoccupe ces deux cousines. Dans les prochaines années, elles pourraient bien finir sous les eaux. On s'en inquiète d'ailleurs depuis une quinzaine d'années parce que d'année en année, on voit l'érosion à l'œuvre. Tant qu'on peut, on en profite et on ne sait pas si ça prendra 2 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Comme elle, en Vendée, à l'horizon 2100, c'est plus de 41 000 logements menacés par la montée des eaux. Le département se placerait alors comme le 4e plus touché de France, si rien n'est fait. C'est un territoire de zone basse, il y a beaucoup de marais, et donc il y a des enjeux. Et en fait, à 2100, on a fait une carte où on a pris en compte, c'est la première fois qu'on faisait ce type de projection, l'ensemble des zones basses du littoral.
Et on a ajouté 1 mètre d'eau qui correspond au scénario eau du GIEC, en fait. Un scénario de 2100, c'est le scénario d'inaction, c'est-à-dire qu'on n'a même pas entretenu les ouvrages de protection. De l'autre côté de l'île, ici, où les dernières tempêtes ont frappé fort, la communauté de communes s'active pour lutter contre le recul du trait de côte. Et on a créé la communauté de communes et ce service mer pratiquement pour la défense mer. Donc on est vraiment en capacité de répondre à ces enjeux. Chaque année, 1,8 million à 2 millions d'euros sont consacrés à la défense contre la mer. Sur l'île, à cause de la menace grandissante de l'érosion, Fabien Gabory n'exclut pas de faire participer les riverains. Le dérèglement climatique étant là, on voit qu'on commence à consacrer des enveloppes de plus en plus conséquentes et donc il va falloir trouver des financements. L'État nous accompagne, il faut le savoir, on est subventionné à 80% à peu près. Mais malgré tout, il faut bien comprendre que sur des territoires comme le nôtre, il faudra trouver et lever des financements. Et donc ça passera par une fiscalité des habitants, ça risque d'être évident. Si on veut protéger les habitations, il faudra avoir les moyens conséquents. Si le scénario du pire venait à se réaliser, dans tout le département, la valeur des biens menacés s'élèverait à plus de 8 milliards d'euros. Comme partout en France, en Vendée, les contribuables peuvent déclarer leurs revenus de 2023. La date limite en ligne dépend du département de résidence et chez nous, elle est fixée au jeudi 6 juin. Pour rappel, la déclaration en ligne est obligatoire pour les contribuables qui n'ont pas d'autre solution, le format papier et la déclaration d'impôt. La date à retenir pour éviter les pénalités de retard est le lundi 21 mai à 23h59. On note aussi quelques nouveautés cette année. À compter de cette année, effectivement, il existe une appli téléchargeable sur les smartphones pour faire la déclaration en ligne. Donc c'est un dispositif qui est en pleine évolution, qui va s'étoffer. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, on peut faire des déclarations complètes sur le portable, sous réserve malgré tout que ces déclarations soient relativement simples, qu'il n'y ait pas trop de déclarations annexes aux revenus à faire. Mais effectivement, et c'est aussi pour répondre aux populations les plus jeunes qui sont peut-être moins habituées à se servir d'un ordinateur ou à avoir un ordinateur et qui sont plus à l'aise sur leur téléphone portable. Le CHD Vendée vient de faire une session d'autorisation des SIAD, les services de soins infirmiers à domicile, à l'ADMR et l'ADAMAD. Cela rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du service autonomie à domicile qui incite au rapprochement entre l'aide et le soin. L'inquiétude règne pour les agents titulaires de la fonction publique hospitalière qui ne souhaitaient pas forcément changer de statut. Mais des solutions de mise à disposition ou encore de changement de service ont été trouvées. Les aides-soignantes et les aides à domicile travaillent ensemble pour répondre au mieux aux besoins de la personne accompagnée, qu'elle soit en situation de handicap ou âgée. Et puis les encadrants aussi se coordonnent ensemble. Les infirmières coordinatrices, les responsables de secteur, tout le monde travaille ensemble pour répondre au mieux aux besoins de la personne. Pour les usagers, ça va engendrer un guichet unique. C'est-à-dire quand ils auront besoin d'une aide à domicile et d'une aide soignante, eh bien, ils n'appelleront qu'un numéro et les soins et l'aide sera coordonnée par la personne qui organisera leur intervention à domicile. Une nouvelle répartition des places a donc été définie. L'idée est de travailler main dans la main sur le parcours d'une personne après son passage à l'hôpital, être suivie dans son domicile. Ça part effectivement d'une volonté des acteurs en fait, de travailler ensemble et de travailler au parcours de la personne effectivement pour trouver des synergies, pour effectivement que la personne qui a eu ses soins à l'hôpital puisse continuer à être accompagnée à domicile avec des acteurs qui sont spécialisés dans ce type d'accompagnement. On a anticipé avec ce parcours la réforme des services autonomie qui permet à la fois de renforcer les synergies entre l'accompagnement et le soin, mais aussi de favoriser le parcours de la personne âgée en perte d'autonomie. Et si ce transfert représente beaucoup de changements pour les équipes, il n'y en aura pas pour les usagers. Allez, passons au sport avec du football. Pour commencer, pour la 22e journée de National 2, les Herbiers 5e recevaient Paris 13 Atlético 3e samedi soir au stade Massabielle. Et pour ce match de haut de tableau, à seulement 5 journées de la fin du championnat, le VHF devait briller pour prétendre à la montée. Avec plusieurs occasions en début de match, les Vendéens se font surprendre à la 24e minute par Amara qui ouvre le score pour Paris. Le VHF ne concrétise pas et laisse même leur adversaire inscrire un second but en deuxième période par Bokangou. Désillusion donc pour les Herbiers qui restent 5e du classement. Le groupe aujourd'hui n'a pas été à la hauteur du match. Et aujourd'hui il y avait deux équipes, ça veut dire qu'il y a une équipe qui était je dirais dans le sens où elle a envie de monter
et une autre dans le sens où elle a envie de subir les choses. Et on n'a pas été capable aujourd'hui d'être conquérant. On savait que c'était un duel, un combat, parce que c'est une équipe qui est extrêmement bien en place, qui joue en 5-4-1, qui est solide. Et nous, on n'a pas été provoquer les choses. Sur ce match-là, ça veut dire qu'on a accepté le défi proposé par l'adversaire qui était facile pour eux. Le VHF a désormais 5 points d'écart avec les leaders, le FC Libourne et la Roche-Vendée Football. Et puisqu'on en parle, sachez qu'en revanche, les Lyonnais se sont imposés ce week-end sur la pelouse d'Avoine-Chinon sur la plus petite des marges, 1-0. La 18e course de côte régionale de Bournezeau, elle s'est déroulée ce week-end, organisée par l'Assaco Vallée de la Vie et l'écurie Bournezeau Sport Mécanique. Cette compétition compte pour la Coupe de France de la montagne. 77 coureurs du Grand Ouest regroupés en plusieurs catégories se sont mesurés sur le parcours de 1,7 km. Ils étaient encadrés par 250 bénévoles. Un public nombreux a pu admirer les différents bolides sous un beau soleil. D'ailleurs, Olivier Gilbert, président du Bournezeau Sport Mécanique, indiquait après 18 années de présidence vouloir céder son poste à l'issue de cette compétition. En monoplace en tout cas, le groupe DE, le jeune Arthur Baudin, licencié au BSM, a remporté la première place. Il a fait très chaud, donc les pilotes ainsi que les pneus étaient mis à rude épreuve. Mais non, satisfait du week-end et puis on reviendra pour l'année prochaine. C'est une piste... il faut tout le temps avoir, faut tout le temps avoir du rythme parce que si on rentre fort dans un virage, ça conditionne la suite du tracé et donc si on est rapide au début du virage, on sera forcément à l'arrivée. On roule très peu de kilomètres dans le week-end, mais c'est intense, je suis assez essoufflé. Et c'est ce qui fait la particularité de ce sport, c'est d'aller au point A, au point B très rapidement et sans chauffer les pneus, sans trop chauffer la mécanique, donc il faut être dans le coup dès le début. Romain Pataconi, toujours en monoplace, a remporté l'épreuve au temps. Le saviez-vous? La plus grande concentration de menhirs dans le Grand Ouest se trouve en Sud-Vendée. Les mégalithes situés à Avrier sont nombreux. Le couvert forestier a probablement protégé ces monuments. Entre 3000 et 4000 avant notre ère, nous avons encore des questions, notamment sur le positionnement des blocs principaux. Pour l'heure, nous estimons environ 15% la compréhension que nous avons de ce phénomène. Diane Delangle a rencontré Gérard Beneteau, archéologue, qui a mené des travaux de fouilles durant plus de 20 ans. Près de 5500 ans nous contemplent. Dans l'enceinte du château des Aventuriers, le bois Fourgon, un bois très ancien, abrite 4 alignements mégalithiques, des monuments qui pouvaient servir de balises. La zone d'Avrier-le-Bernard, qui est délimitée par ces monuments-là sur 7 km de longueur et 3,5 km de largeur jusqu'à l'océan. Alors, ces monuments d'abord sont très très gros, parfois très élevés, jusqu'à 7 mètres, ce qui détermine une population importante, surtout pour les populations voisines, qui n'oseront pas évidemment pénétrer dans ce territoire parce qu'il y a beaucoup de personnes, parce que pour lever un caillou qui fait 100 tonnes, il est évident qu'il faut du monde. Quelques milliers de personnes vivaient ici. Une démonstration de force, mais pas seulement. Les menhirs seraient genrés, comprenez, on y a créé des silhouettes masculines ou féminines. Ce monument-là est beaucoup plus large au centre de sa verticalité, alors qu'à la base et au sommet, il est beaucoup plus étroit. Donc pour nous interprétons ça comme le hanchement des femmes, chose que les hommes n'ont pas. Les hommes ont généralement plutôt une stature des épaules beaucoup plus large que celle des femmes de façon naturelle. Ça là, c'est artificiellement éclaté pour donner justement un épaulement. Et puis pour faire ressortir le côté du hanchement. Les alignements, pourquoi? Parce que chaque pierre représente certainement un personnage important dans la lignée familiale, que ce soit une femme ou un homme. Il est évident que ces petits alignements représentent soit des familles ou des lignées, peut-être les deux. Les faces plates auraient été peintes pour symboliser la fécondité. Gérard Beneteau a mené ici des travaux de fouilles pendant plus de 20 ans, mais de nombreux mystères restent à éclaircir. C'est extrêmement fragile, donc on n'a d'ailleurs pas tout fouillé. On a laissé plusieurs monuments intacts depuis la préhistoire, de façon à ce que d'autres archéologues plus tard les étudient d'une autre façon avec d'autres techniques. Et comprendre par exemple pourquoi les silhouettes féminines sont aux extrémités nord ou sud des alignements, tandis que les hommes sont placés au centre. Gérard Beneteau estime à environ 15% seulement la compréhension que nous avons de ce phénomène à ce jour.
Et puis l'école du Moulin Rouge à La Roche-sur-Yon est une école d'application pour les enseignants en formation. Et tout au long de l'année, un groupe d'étudiants en master d'enseignement, d'éducation, de formation a travaillé sur un projet pédagogique autour de la protection des océans. Avec 2 classes de CE1 et CE2, ils ont préparé une conférence spectacle pour leurs parents qu'ils ont présentée dans les locaux de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation sur le campus. Ils verront ensuite des vidéos de leur travail pour participer au concours national Art en plastique pour l'océan. C'était super intéressant. Donc, nous, on s'est divisé la classe en petits groupes d'élèves parce qu'on était à peu près 15 étudiants à venir travailler avec ces enfants-là. Chaque groupe avait un thème différent. Donc, moi, par exemple, c'était sur les 3 R, donc réutiliser, recycler et réduire. Et on a appris des choses aux enfants et on leur a laissé aussi la possibilité d'être acteurs de leur travail. C'est qu'ils ont proposé des idées sur ce qu'on pourrait faire pour présenter tout ce qu'ils avaient appris à leurs parents. Donc il y a des vidéos, plein de petites choses, des sketchs, etc. Donc voilà. Voilà pour l'essentiel, place aux prévisions météo détaillées du jour. Avec le temps qui reste clément en ce début de journée, nous profitons d'un ciel dégagé. Les températures affichent 8 degrés à Montaigu-Vendée, 9 à La Roche-sur-Yon, la Châtaigneraie et Bournezeau, 10 à Sallertaine, Saint-Jean-de-Mont et pour la Tranche-sur-Mer, 11 dans les rues de Fontenay-le-Comte, 12 à Noirmoutier. Une masère plus froide gagne notre territoire avec un vent pouvant atteindre les 60 km/h à l'ouest et donc rapidement, il faudra compter avec un retour de petit risque d'averse cet après-midi. Le vent ne va pas faiblir quant à lui. Conséquence logique, donc côté thermomètre, ça va baisser puisqu'on aura de 13 à 14 degrés au meilleur de la journée. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition et c'est le moment de retrouver le journal des sports. Le journal des sports avec Alexandre Le Naour. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour ouvrir donc ce journal des sports, vous voulez nous montrer une image. Ça se passait vendredi après-midi sur le ponton du Vendée Globe au Sables d'Olonne. Oui, ce lundi matin, je vous propose un petit détour par Port-Olona et ses pontons du Vendée Globe qui maintenant, dans moins de 7 mois, verront le grand départ de la 10e édition du Vendée Globe. C'est là-bas qu'ont été tournées ces images. Vendredi après-midi, Manuel Cousin, skipper basé au Sable, a baptisé son IMOCA Coup de pouce qui l'accompagnera sur le Vendée Globe. Le skipper de 56 ans se prépare pour son second Everest des mers, lui qui avait terminé 23e de la précédente édition. Tradition oblige, la bouteille de champagne a été brisée par les 2 parrains de son IMOCA, Sylvie Beckert, biathlète française et double médaillée aux Jeux d'hiver, et puis Mathieu Burgodeau, le coureur du team Total Energy, pas présent, excusé pour des raisons sportives. Et puis, le chrono tourne, nous sommes maintenant à 209 jours du grand départ du Vendée Globe. On reste sur l'actualité sportive de vendredi, puisqu'à 20h vendredi soir, le Vendée Chaland Basket tentait de décrocher sa place en play-off. Et c'était là l'objectif des Chalandais pour cette 9e et avant-dernière journée de la phase 2 de National 1 masculine. Il fallait une victoire aux hommes de Sébastien Lambert pour s'assurer de disputer les playdowns. Et bien c'est mission accomplie, vous l'avez peut-être suivi en direct sur TV Vendée. Le Vendée Chaland Basket sera bien au rendez-vous après être venu à bout non sans mal de l'équipe d'Orchy. Rien n'a été simple dans cette partie, les Vendéens avaient pris une courte avance à la fin du premier quart-temps et même pris le large au début du deuxième. Mais voilà, alors que les Chalandais étaient à plus 10, les nordistes ont comblé l'écart en moins de 5 minutes. Orchy est devant à la pause, 41-35. Au sortir des vestiaires, les Orchésiens déroulent et montent à plus 13, le public chalandais pousse et en 2 minutes le VCB empile les paniers et revient à hauteur, 55 partout avant d'entamer les 10 dernières minutes. Les 2 équipes sont au coude à coude, l'issue reste imprévisible et cela ne plaît pas aux Vendéens qui vont terminer pied au plancher et s'échapper à la marque. Chaland va trembler jusqu'au bout mais ça passe, victoire 81-77, Chaland file en play-off de N1 et ça démarrera le 26 avril à Michel Vrignot. On s'intéresse désormais à l'actualité football de ce week-end. Alexandre, samedi soir, les Herbiers recevaient le Paris 13 Atlético. Et on enchaîne exactement, 22e journée de National 2 samedi à Masse-Sabiel. Les Herbretais sont 5e, là où leur adversaire parisien vaincu depuis 6 rencontres pointe à la 3e place. En cas de victoire, les Herbretais pouvaient revenir à hauteur et dès le départ, on a senti que l'effet de jeu était plutôt contraire au VHF. Preuve en est, 16e minute, frappe d'Ateba sur la barre. Le gardien dévie le ballon et cela sort en corner. Il s'en fallait de peu pour que les Herbretais n'ouvrent le score. Et puis 25e, vous le voyez, un joueur parisien est au sol. Plusieurs Herbretais se sont arrêtés de jouer. L'action se poursuit, l'arbitre n'a pas sifflé. Amara se faufile et ajuste Rémi Pillot pour ouvrir la marque 1-0. C'est le score à la pause. 54e minute, le Paris 13 Atlético va doubler la mise. En pivot, Bokangou combine bien avec Amara qui lui remise en une touche et trompe une nouvelle fois Pillot. Les Herbretais sont menés 2-0. Le groupe de Laurent David va tenter de réagir et notamment de loin, mais cette frappe de Lucas Doré entrée en jeu passe largement au-dessus. Les visiteurs sont même tout proches du chaos ici, mais Saganako bute sur la très bonne sortie du portier herbretais. À 10 minutes du terme, le VHF se montre une nouvelle fois. Michael Nilor tente un extérieur, mais
c'est sans danger pour Sanou dans les cages. Les herbiers croiront également inscrire un but dans le temps additionnel, mais refusé pour raison d'un hors-jeu. Bilan défaite 2-0. On écoute Laurent David, le coach des Rouges et Noirs. C'était au micro de Thibaut Grasset. On n'a pas été capable aujourd'hui d'être conquérant. On savait que c'était un duel, un combat, parce que c'est une équipe qui est extrêmement bien en place, qui joue en 5-4-1, qui est solide. Le groupe aujourd'hui n'a pas été à la hauteur du match. Je peux comprendre la déception des supporters ce soir, leur colère, parce qu'on n'a pas été digne de porter ce soir le maillot du VHF. On sait que chaque match est difficile, chaque match est compliqué. Il y avait 5 points d'avance sur les premiers relégables, on était à 4 points des premiers. Ça montre bien qu'à 5 journées de la fin, tout est jouable. Et on a simplement montré ce soir que nous, on n'était pas capable de jouer le haut tableau, tout simplement. On passe à présent au handball. En National 1 masculine, Pouzauges accueillait Cessoren pour la 22e journée. C'est ça, et toute autre ambiance, puisque le PVHB, vous le savez, est mal en point cette saison et pouvait mathématiquement être relégué à l'issue de cette rencontre. Les Pouzaugeais, 13e, bon dernier, Cessoren, eh bien eux, c'est la 10e place. Et samedi soir à Salle de l'Étoile, les deux formations sont livrées d'entrée, un duel très équilibré et très dur de se détacher dans ce début de rencontre. Il faut attendre la 20e minute pour voir un premier écart significatif. Et il est en faveur de Pouzauges. Les joueurs de Steve Berger mènent 12-9, mais Cessoren va rapidement combler son déficit et recoller. Léger avantage tout de même pour les Vendéens à la pause, 16-15. L'entame de deuxième période va sourire aux Cessonnais qui reprennent la tête avant que les jaunes et noirs ne reviennent à la charge en créant alors ce qui sera la plus grande différence au tableau d'affichage depuis le début de partie. 22-18, poussé par son public, la lanterne rouge n'abdique pas mais voit Cessoren une nouvelle fois rattraper son retard. 26 partout avant les 10 dernières minutes. Les Bretons seront même devant dans le Money Time, mais une ultime réalisation d'Andrea Prohaska sur un jet de 7 mètres viendra remettre définitivement les deux formations à égalité. Match nul plutôt logique, donc 31 partout samedi soir, mais cela ne suffira pas. Pouzauges évoluera bien en N2 l'an prochain. Pas question pour autant de brader les 3 derniers matchs de la saison. On écoute Steve Berger, le coach, au micro de Daniel Delanne. Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Maintenant, c'est un bon match nul qu'on offre aussi à notre public. Oui, c'est acté que malheureusement on va descendre et qu'on sera en N2 l'an prochain. C'est aussi un match que quand on veut se maintenir, c'est le genre de match qu'il faut réussir à gagner et rien lâcher. Je dirais que c'est la moindre des choses. On porte un maillot, on représente un club et on se doit de jouer la saison jusqu'au bout de la meilleure des manières. C'est aussi la meilleure manière de préparer le rebond de la saison prochaine. On s'intéresse maintenant à un événement de course à pied qui avait lieu tout au long de ce week-end à Chantonnay. C'était le Festival des Loups. Exactement, première édition du Festival des Loups qui réunissait 2 événements en un. Alors c'était surtout ça la grande nouveauté. D'un côté le Raid des Loups, de l'autre le Trail du Chant du Loup. 2 événements en un seul organisés par le Chantonnay Raid, cette association. Et cette année, près de 1700 inscrits se sont retrouvés sur les épreuves samedi et dimanche. Et puis vous le voyez, nous étions tout particulièrement sur place hier matin aux aurores sur ces belles images de Thibaut Grasset avec les premières lueurs du jour. Nous suivions tout particulièrement le trail de 42 km lancé peu avant le lever du jour à 7h, direction les chemins, les sentiers de la vallée du Lay, 1200 mètres de dénivelé positif. Il a même fallu parfois, vous le voyez, mettre les pieds dans l'eau pour avancer sur le tracé. Et le vainqueur est un vainqueur inédit, c'est Armel Richard qui en termine le premier avec un beau chrono de 3h41 minutes avec plus de 10 minutes d'avance sur le deuxième. Côté femme, la plus rapide a été Séverine Libouban en 4h14 minutes, décrochant ainsi une belle 17e place au général. La réaction du vainqueur du jour, le 2 sévrien Armel Richard, c'était au micro de Thibaut Grasset. Je l'ai très bien vécu parce que ça part assez fort, parce que c'était très roulant, il n'y avait pas trop de côtes, les chemins étaient très secs. Sauf qu'à partir de mi-chemin, c'est là où les choses se compliquent, où ça devient vraiment pentu, des grosses bosses, de la boue, plein de gadou. Et donc une deuxième moitié très, très compliquée, mais je voyais que ça revenait pas trop derrière, alors ça allait quoi, j'étais quand même en gestion. J'avais vu que ça se gagnait environ 3h30 les années passées, sauf qu'apparemment ils ont changé le parcours, c'était un tout nouveau parcours, plus compliqué, etc. Donc 3h45 et je suis quand même devant. Ouais. Et pour terminer, Alexandre, quelques images de sport automobile. Place hier, dimanche après-midi, à la course de côte de Bournezeau. Figurez-vous que c'est une épreuve qui existe depuis plus de 50 ans puisqu'elle a eu lieu ici à Bournezeau pour la première fois, c'était en 1971 et ce week-end 77 pilotes se sont retrouvés sur le circuit, un tracé de 1 km 700 et après les essais du dimanche matin, les 3 manches de l'épreuve ont pu se dérouler dans des conditions très estivales pour un mois d'avril et qui a d'ailleurs surpris plusieurs pilotes qui n'avaient pas forcément prévu les gommes adéquates. Vous le voyez, en tout cas différents types de véhicules se sont retrouvés, certains dépassant par endroits les 200 km/h, il y avait des voitures
voitures fermées, les plus classiques, celles que l'on voit par exemple ici à l'image, mais aussi des monoplaces et des protos. À l'arrivée, en tout cas le plus rapide sur chacune des 3 manches, c'est Romain Pataconi. C'est lui qui s'adjuge la victoire de cette 18e édition de la course de côte de Bournezeau. Et pour le retrouver, eh bien, je vous donnerai rendez-vous dès ce soir. Vous connaissez le rendez-vous, 18h45 pour toutes les autres images sport du week-end, les interviews, les classements, les résultats. Bref, vous ne manquerez rien, 18h45 ce soir. Le rendez-vous est pris. Merci Alexandre. Allez, on passe au jeu maintenant avec le tout premier indice. C'est parti. Aventurier ou compétiteur, sportif ou amoureux de la nature, ce lot pourrait vous plaire. Oui, parce que nous vous offrons avec notre partenaire cette semaine, le parc de loisirs Tepacap, Vendée à Ménard-la-Barrotière, un pack sensation. Mais pour l'avoir, ce pack, il faut répondre correctement à la question de la semaine. C'est une toute nouvelle question. Quel événement revient au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 20 avril au 4 mai 2024 ? Voici le tout premier indice qui peut vous aider. En plus des images, c'est la 11e édition. Vous avez la réponse ? Eh bien, direction notre site internet tvvendée.fr pour participer. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.